Bonjour Minasan! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu qui m'a énormément marqué lors de mon année au Japon. C'est une île pleine d'histoire et qui est aujourd'hui abandonnée. Le format de cette vidéo sera un peu différent de ce que je publie d'habitude parce que j'ai énormément de choses à vous raconter. En tout cas, j'espère éveiller votre curiosité, votre intérêt pour ce lieu. Bref, on va arrêter là l'intro et on y va! C'est une île pas très loin de Nagasaki. Son vrai nom c'est Hashima, mais elle est aussi appelée Gunkanjima parce que de loin elle ressemble à un bateau de guerre. Même si au départ ce n'était qu'un caillou, l'île s'est agrandie petit à petit au fil des années. Pour le petit historique, en 1810, un important gisement de charbon de la houille est découvert et une première installation est faite pour exploiter tout cela, mais détruite par un typhon par la suite. Plus tard, c'est l'entreprise Mitsubishi qui reprend l'exploitation, débute alors des forages dans des mines sous-marines et s'installe la main-d'œuvre nécessaire sur l'île pour devenir plus tard l'un des lieux les plus densément peuplés de l'histoire humaine. Pour que vous visualisez un petit peu le truc, l'île fait d'une longueur de 480 mètres sur 160 et au pic de sa population, il y avait plus de 5000 personnes sur cette île, soit presque 9 fois plus qu'à Tokyo. D'ailleurs, il n'y avait pas de véhicules motorisés. Bah oui, il fallait qu'une dizaine de minutes pour se rendre à pied d'un bout à l'autre de l'île. Et pourtant, sur ce petit espace, il y avait tout. Bon, je vais regarder mes notes parce que je sens que je vais oublier quelque chose, mais voilà, il y avait évidemment les constructions en rapport avec la mine, mais il y avait aussi une école, un hôpital, une police, des commerces, des bars, un cinéma, une salle de pachinko, des machines à sous japonaises, un sanctuaire, des jardins potagers sur les toits, un gymnase, des piscines remplies avec de l'eau de mer, plusieurs embarcadères, des murs anti-typhon autour de l'île et de l'eau potable acheminée par des canalisations sous-marines, etc. Bref, les habitants de l'île étaient quasiment autonomes. Par contre voilà, pour certaines choses comme la nourriture ou les vêtements, les habitants dépendaient quand même de l'extérieur et des marchands venaient en bateau pour vendre leurs biens. Les immeubles des habitations étaient très hauts, pour gagner de la place évidemment, mais il faut savoir que c'est sur Hashima qu'a été construit le premier immeuble en béton au Japon. La solitude n'existait pas sur cette île, ils vivaient à 4 voire plus dans une petite pièce de 6 tatamis, donc entre 10 et 12 mètres carrés. Ce n'était pas beaucoup. Bon après voilà, il y a des appartements qui sont plus aisés que d'autres, mais voilà. Par exemple, dans les bâtiments réservés aux mineurs et à leurs familles, il y avait une pièce principale où ils vivaient et dormaient, et une entrée avec une kitchenette, et c'est tout. Les salles d'eau étaient communes, les toilettes partagées, et ces dernières faisaient parfois peur aux habitants, surtout la nuit. D'ailleurs, fun fact. Parfois, quand il y avait beaucoup de vent et quand on tirait la chasse d'eau, ce qui devait partir par le trou des toilettes remontait. Voilà. Ce n'était pas une île paradisiaque, loin de là, il n'y avait que de la roche, pas de verdure et surtout c'est une région avec beaucoup de typhons, de séismes et de tsunamis. Ce n'était vraiment pas facile d'habiter sur Hashima, mais voilà, quand les typhons
détruisaient les constructions, les habitants se mettaient tous ensemble pour les réparer. Ils étaient comme une sorte de grande famille, tout le monde était aimable avec tout le monde, ils prenaient soin les uns des autres, une vraie communauté, et ils se sentaient tellement en sécurité, ils avaient tellement confiance que personne fermait la porte de chez lui. Alors oui, j'ai mentionné une prison tout à l'heure, mais il y avait tellement peu de crimes sur Ashima que les cellules étaient quasiment pas utilisées, si uniquement en fait pour les mineurs qui étaient un peu ivres le soir, le temps qu'ils dessoulent. Concernant les typhons, si au début ils effrayaient les habitants, ils se sont petit à petit habitués, à tel point que par la suite, tel un passe-temps, ils allaient sur le toit des immeubles pour les regarder. Mais du coup, c'est pas vraiment un endroit qui fait envie comme ça au premier abord, alors pourquoi les Japonais venaient travailler sur cette île ? Sans doute que certains ont été attirés par le salaire très attrayant, mais aussi pour le loyer à quelques centimes et l'eau et l'électricité gratuite. C'est une possibilité. Le travail dans les mines était très dur et les conditions à la limite du supportable. C'était très humide et il faisait entre 30 et 40 degrés et les mineurs passaient plusieurs heures par jour à presque 1 km sous la surface. On dépassait 95% d'humidité. L'air était moite, collant. À cela s'ajoutait la poussière de charbon. Elle se mélangeait à notre sueur. On finissait noir de la tête aux pieds, sans oublier les coups de grisou, les accidents et la silicose. Les mineurs rentraient tout noirs de charbon, on disait même qu'il était impossible de reconnaître son propre père, et ils allaient directement dans les bains publics gratuites. On entrait dans le premier bain tout habillé, avec notre casque et nos bottes. Ensuite, on se douchait avant d'entrer dans le deuxième bain. Le premier bain était à l'eau de mer et servait à enlever le plus gros, donc elle devenait vraiment noire. Et le deuxième bain, là par contre, servait plutôt à se prélasser. Comme je le disais tout à l'heure, les mineurs touchaient un très bon salaire, le double d'un cadre sur l'île principale, c'est quand même quelque chose. Et du coup, ils gagnaient bien leur vie et ils achetaient beaucoup d'équipements pour leur famille. Par exemple, la télévision, 100% des habitants de l'île avaient une télévision contre 10% des habitants de l'île principale au Japon, à l'époque en tout cas. Les femmes, par exemple aussi, avaient l'habitude d'aller au salon de coiffure une fois par semaine, etc. Bref, ils avaient de l'argent, c'était la contrepartie pour ce travail difficile. Mais, parce qu'il y a un mais et il faut en parler, il y avait des travailleurs forcés sur cette île, il y en avait 800, notamment des Sud-Coréens, et près de 120 y ont trouvé la mort. On leur donnait le minimum d'équipement de protection, ils étaient mal nourris, ils étaient surmenés. Séparés de leur famille, certains se sont mutilés, d'autres ont essayé de s'évader par la nage et d'autres se sont suicidés en se jetant par la fenêtre.
L'île connaît plus tard un rapide déclin économique dû au remplacement de la houille par le pétrole comme principale source d'énergie au Japon, ce qui fait que l'activité de la mine a diminué à tel point que les habitants sont évacués, Mitsubishi ayant décidé de fermer la mine. C'était en 1974. Depuis, les conditions climatiques que j'ai citées tout à l'heure accélèrent le délabrement des bâtiments, des constructions minières laissées à l'abandon, ce qui contribue aujourd'hui à en faire une île abandonnée, une ville fantôme les plus impressionnantes du monde. Et depuis quelques années, il est possible de faire une visite guidée d'une petite partie de l'île. Un chemin a été aménagé sur le côté et la visite dure à peu près 1 heure. Par contre, il faut qu'il fasse beau parce que le bateau sinon ne peut pas accoster, c'est trop difficile pour lui. En tout cas, je vous mets toutes les infos juste en dessous si jamais ça vous intéresse. Voilà, alors je l'ai dit en début de vidéo, mais ce lieu, son histoire, sa particularité m'a tellement marqué que je voulais absolument aller sur cette île et voir ces bâtiments de mes propres yeux. À tel point que j'ai pris un deuxième billet parce que la première fois, le bateau n'a pas réussi à accoster à cause des vagues. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, autant qu'à moi de la faire. Et je vous dis à bientôt. Matane!